Yeah. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cette émission du Centre d'action laïque de Charleroi, Un point c'est tout. Une nouvelle émission qui va parler de préhistoire, d'art préhistorique. Nous connaissons tous les grottes Chauvet, Lascaux, Altamira, mais nous avons souvent du mal à l'interpréter, à décoder. Et c'est en ce sens que j'ai invité ici Marc Groenen. Bonjour Marc. Bonjour Patrick. Préhistorien. Et nous allons, de ce pas, vous proposer une initiation à l'art préhistorique. Alors mon cher Marc, nous sommes devant une représentation de Lascaux. J'aurais une question un peu impertinente à te poser. Est-ce qu'on peut considérer que ce sont des œuvres d'art ? Oui, la question est légitime. On se trouve ici en effet devant un panneau de la salle des taureaux de la grotte de Lascaux en Dordogne et plus précisément dans le temps, nous sommes vers le 19e millénaire. Et donc effectivement, pour cette période du Paléolithique supérieur, la question de l'art peut se poser. C'est-à-dire plus exactement que tout le monde a parlé d'art paléolithique, mais en réalité, personne n'a vraiment considéré les choses, n'a vraiment poussé le raisonnement jusqu'à mettre en évidence les caractéristiques de l'art. La notion d'art peut être légitimement posée pour cet art. On peut parler d'art à partir du moment où il y a des principes de codification qui sont largement distribués à la fois dans l'espace et qui se perpétuent dans le temps. C'est vraiment ce qui se passe pour le Paléolithique supérieur. Rappelons que le Paléolithique supérieur est une période immense par rapport aux périodes historiques, puisque on peut considérer qu'elle débute, en tout cas pour le phénomène esthétique de l'art des grottes, qu'elle débute vers 35 000 avant notre ère et que cet art se termine vers 9000 avant notre ère, au moment où les derniers souffles glaciaires s'estompent, se terminent. On a pendant toute cette période un phénomène qui est très cohérent, à la fois au niveau formel, donc des figurations qui se donnent à travers un bestiaire, mais pas seulement, donc essentiellement ce sont des figures animales pour les figurations, et ces figures animales sont présentées presque toujours de profil. Il y a des exceptions, mais elles sont rares. Il y a donc déjà un premier principe de codification dans la présentation, dans le langage formel de ces figures. Deuxième principe de codification, il est iconographique, il est thématique. Tous les animaux n'ont pas été figurés. On a en effet des animaux qui sont appariés de façon privilégiée. C'est le cas d'ailleurs ici devant ce panneau de la grotte de Lascaux, avec deux protagonistes principaux qui seront omniprésents et à vrai dire qu'ils le seront pas de la même manière dans toutes les régions, mais qui le seront à travers toute la durée de cet art du Paléolithique supérieur, qui est considérable, cette durée, puisque aussi bien le Paléolithique supérieur dure 25 000 ans. Ces deux protagonistes qui forment véritablement les piliers principaux de cet art pariétal, bon, c'est d'abord le cheval, que l'on voit ici, que l'on voit également ici avec ces petits chevaux en aplat noir qui sont figurés au galop. C'est le protagoniste absolument principal. C'est-à-dire que même dans des sites qui ont été peu décorés, dans des sites où le nombre de motifs est relativement faible, on peut s'attendre toujours à trouver au moins une figure de cheval. Et puis, à côté de ce pilier fondamental principal de l'art des grottes, on a un second protagoniste qui vient se greffer le plus souvent à lui, au niveau de la proximité, au niveau aussi de sa présence iconique, c'est un boviné. Un boviné qui peut être soit le bison,
soit l'aurochs. Et ici, bien entendu, c'est l'aurochs avec ces très grandes figures qui sont d'ailleurs à Lascaux particulièrement imposantes puisqu'elles sont figurées plus grandes que nature. Donc ces deux animaux forment les deux protagonistes principaux du message figuré et puis viennent se greffer d'autres animaux, en particulier le cerf, comme on a ici par exemple, ce petit cerf bichrome ou ce cerf en aplat rouge, et puis d'autres animaux qui sont présents suivant les sites. Ce peuvent être le renne, le mammouth, le bouquetin, bien entendu, bouquetin qui occupe très souvent une zone qui est loin d'être marginale, qui est une zone importante. Mais ces animaux-là sont généralement légèrement décentrés par rapport aux deux protagonistes principaux qui s'imposent visuellement. Toujours les mêmes alors. Donc on a le cheval qui reste une figure majeure de toutes les grottes, de toutes les grottes ornées. Oui, absolument, et à toutes les époques. Et donc là aussi, il y a une certaine pérennité dans le message. Alors, les thèmes iconographiques ont été modifiés à certaines périodes, mais le cheval reste l'élément dominant absolument à travers tout le Paléolithique supérieur. Et y a-t-il des animaux qui ne sont pas représentés ? Alors, il y a des animaux qui ne sont pas représentés, en particulier dans l'art des grottes. L'art pariétal a un côté très hiératique, somptueux, imposant, et c'est un art qui est particulièrement codifié. Et donc, il y a effectivement tout un bestiaire qui est rarement représenté ou qui est représenté de manière tout à fait exceptionnelle. Cette logique diffère un petit peu quand on passe dans une autre catégorie importante de l'art du Paléolithique supérieur, c'est l'art mobilier, c'est-à-dire l'art sur support mobile, des petites sculptures ou des gravures sur des plaques de pierre. Là, il y a une plus grande liberté au plan iconographique et donc on a à ce moment-là des animaux qui sont beaucoup plus rares et qui ne sont presque jamais représentés dans l'art pariétal. D'accord. Et est-ce qu'il y a une dimension également symbolique, puisqu'à partir du moment où certains animaux sont plus représentés que d'autres, le différentiel peut-être c'est simplement qu'il y a une dimension symbolique qui se surajoute à la représentation. Absolument. Et donc la question du symbolique est importante. Là aussi, on est dans de la codification et c'est un facteur essentiel si on veut essayer d'approcher la notion d'art au sens de l'histoire de l'art, bien entendu. Et donc cette notion symbolique est perceptible dans l'organisation du décor. J'ai dit tout à l'heure que les chevaux étaient couplés, étaient complémentarisés par un second animal et puis en position décentrée par un animal comme le bouquetin par exemple ou comme le mammouth dans d'autres grottes. Cette disposition qui établit des liens préférentiels avec certains animaux, elle est également perceptible dans la distribution des animaux ou des paires d'animaux dans le réseau. Donc il y a des parties du réseau qui sont dédiées à une figure, à un animal particulièrement important dans le dispositif pariétal, c'est-à-dire dans l'ensemble des figures qui font sens pour l'homme du Paléolithique. Et puis, il y a aussi une distribution particulière qui apparaît au niveau des réseaux. Et donc, on a des grottes qui sont d'abord des grottes du cheval, des grottes qui sont d'abord des grottes du bison, comme Font-de-Gaume, par exemple, cheval comme Lascaux ou comme les Combarelles en Dordogne, et des grottes même qui mettent en avant particulièrement des animaux un petit peu normalement plus décentrés, comme le mammouth à Rouffignac, par exemple. D'accord. Donc tu nous parles ici d'un bestiaire, mais qu'en est-il de la représentation humaine ? Oui, et donc effectivement, l'art du Paléolithique, même si l'animal domine, ce n'est pas le seul protagoniste important de cet art. On a à côté des animaux, de ce bestiaire, effectivement, puisque tous les animaux n'ont pas été forcément représentés, on a également dans le registre figuratif des figures humaines. Figures humaines avec une différence suivant les sexes.
inverse. Les hommes ont été représentés, les femmes ont été représentées, mais dans des proportions qui sont extrêmement différentes. La figure masculine est en fait rarement représentée. Elle est représentée et suivant une logique figurative qui est totalement différente de celle des animaux. Ce qui frappe dans le bestiaire, c'est le mimétisme. On reconnaît immédiatement des animaux et bien souvent l'animal qui a été figuré, et on peut bien souvent aller encore plus loin dans le diagnostic. On peut identifier la différence entre un mâle, une femelle, on peut également introduire des éléments de saisonnalité. Pour la représentation masculine, généralement ces figures sont beaucoup plus schématiques, un petit peu filiformes, et très souvent quand il s'agit de figures masculines, on a des éléments animaux qui viennent se greffer, une queue animale, des oreilles de cervidés, par exemple, comme c'est le cas pour une figure de Rouffignac. Donc des éléments animaux qui tirent la figure masculine vers des figures composites. La logique est totalement différente pour les figures féminines, et on en a ici un très bel exemple. Alors nous sommes ici en présence d'une femme bien opulente. Oui, donc c'est dans le registre figuratif, à côté du bestiaire, les figures anthropomorphes, puisque les figures masculines ont souvent un attribut qui rappelle un aspect animal. Les figures féminines, en revanche, sont bien identifiables, en particulier avec les caractères de la maternité. Elles ont, ces figures féminines, toutes les mêmes caractéristiques dans un espace géographique qui est extrêmement large. Et nous avons vu que pour qu'il soit légitime de parler d'art, il fallait des principes de codification, il fallait aussi des transmissions de concepts esthétiques dans le temps et dans l'espace. C'est vraiment le cas ici avec ces figures gravetiennes, c'est-à-dire des figures féminines qui ont été produites pendant une période considérable que techniquement on appelle en préhistoire le gravetien, une période qui se situe entre 28 000 et 20 000 avant notre ère. Et ces figures féminines ont été faites en grand nombre dans une aire géographique qui est extraordinairement vaste, puisque aussi bien on en trouve depuis le sud-ouest français, et c'est le cas ici avec ce bas-relief du Grand Abri de l'Auxelles en Dordogne, jusque et y compris dans la plaine russe. On peut montrer que toutes ces figures féminines gravetiennes ont été faites suivant les mêmes canons formels, c'est-à-dire que dans cette aire géographique qui est énorme et pendant plusieurs millénaires, ces figures ont été produites avec les mêmes caractéristiques. On ne retrouve jamais, lorsqu'elles sont figurées en pied, on ne retrouve jamais de traits de visage, elles sont donc anonymes. En revanche, ce qui est clairement mis en évidence, c'est évidemment une poitrine opulente de nourrice et les hanches et qui sont le bassin qui est particulièrement volumineux. Ainsi que, c'est une caractéristique qui est systématique pour toutes ces figures, le triangle pubien et bien souvent, ce n'est pas le cas ici, mais bien souvent aussi le sillon vulvaire. Et donc, cette figure féminine attire d'abord l'attention par la partie centrale, toutes les parties qui sont en relation avec la féminité et la maternité, poitrine, le ventre souvent un petit peu proéminent comme c'est le cas ici, le triangle pubien et le sillon vulvaire. En revanche, les extrémités sont clairement négligées ou ne sont pas figurées. Le trait de visage, nous l'avons vu, quoique de temps en temps, il y a des éléments de chevelure qui sont notés, et puis les pieds qui sont systématiquement absents.
Ces caractéristiques, donc, se retrouvent dans tout l'espace géographique européen avec les mêmes caractéristiques. Or, ce qu'il est intéressant de noter, c'est que ce ne sont pas des objets qui ont voyagé dans l'espace. Il n'y a pas eu de transmission d'objets depuis le sud-ouest de la France jusque dans la plaine russe, mais on retrouve aux différents endroits, dans les différents sites de cette aire géographique extrêmement large, on retrouve des ateliers où on a produit, avec des matériaux de l'endroit, avec des techniques qui sont caractéristiques de l'endroit, des ateliers où on a produit ces figures féminines. Et ces figures, je le répète, sont produites suivant dans le même langage formel, suivant les mêmes principes de codification. Et donc ça veut dire que il n'y a pas d'échange matériel d'œuvres sur de telles distances, mais au contraire que ce sont les concepts esthétiques qui ont voyagé dans cet espace géographique. Mais tu parles de concepts esthétiques, mais il y a quand même des échanges commerciaux. Et il y a, bien entendu, la notion d'échange ne peut pas étonner pour le paléolithique. On a des preuves archéologiques très très nombreuses que pendant tout le paléolithique supérieur, les matériaux ont voyagé. Les paléolithiques qui sont de grands tailleurs de pierre et spécialistes des caractéristiques de silex se sont organisés pour qu'il puisse y avoir sur des centaines de kilomètres, pour qu'il puisse y avoir acquisition de silex très particuliers pour la production de types d'outils spéciaux. Mais on a aussi la preuve que des éléments de parure, l'homme et la femme du paléolithique se parent abondamment, que des éléments de parure particuliers ont été échangés sur des centaines de kilomètres, en particulier des coquillages qui peuvent être fossiles ou frais, dont on peut déterminer avec précision la provenance. Et donc, c'est de la monnaie d'échange alors? Et ce ne sont peut-être pas véritablement des monnaies d'échange, mais ça témoigne en tout cas de systèmes de valeur, parce que certains coquillages sont particulièrement recherchés. Et donc on les retrouve très très loin. Certains silex aussi, d'ailleurs, et il y a des silex qui sont plus aptes que d'autres à la production de certains types d'outils ou d'autres types d'outils. Donc il y a vraiment échange de biens matériels, mais ce qui est plus étonnant et ce qu'il est intéressant de souligner, c'est qu'il y a aussi échange de concepts esthétiques. Et ça, ça ne s'accorde pas vraiment avec les idées reçues par rapport à cette période très ancienne. Donc on a une codification esthétique quand même qui relie des territoires très étendus. Oui. Codification esthétique qui se donne à la fois du point de vue iconographique, nous l'avons vu avec le bestiaire, on le voit ici avec les figures féminines, codification aussi donc thématique, mais codification aussi au niveau technique. Et c'est un aspect sur lequel il vaut la peine de s'attarder un tout petit peu, parce que les groupes du paléolithique, les artistes du paléolithique recherchent un résultat optique. Alors ça, c'est important, parce que rechercher un résultat visuel particulier, ça nous plonge tout de suite dans le monde de l'image. Ce n'est pas simplement la reproduction servile, la copie d'une figure, mais au contraire la volonté d'obtenir un résultat cohérent. Ce résultat cohérent se donne en termes de forme, en termes de volume, bref, il se donne en termes de volonté de présence de la figure. Ça se voit très très bien avec cette figure féminine. On a ici un bloc de roche calcaire qui a été travaillé avec le silhouettage de la forme de la figure féminine, et ce silhouettage a été fait d'une manière que l'on retrouve là aussi, principe de codification, que l'on retrouve aussi sur des zones géographiques extrêmement larges. Ce principe vise à détourer de façon précise, par une berge abrupte, le contour de la figure, et ça ne touche pas seulement les figures féminines, et puis de produire une berge très évasée, très inclinée, dans le contour exopérigraphique, c'est-à-dire sur le pourtour de la figure.
le jeu d'ombre et de lumière entre la berge abrupte qui produit une ligne d'ombre et la berge inclinée quand la sculpture était fraîche, qui au contraire réfléchit la lumière, ce jeu d'ombre et de lumière fait ressortir littéralement la figure. Et c'est l'effet qui a été recherché. Alors, je te propose maintenant qu'on aille voir une représentation d'Altamira. Il y a, je pense, des choses qui sont intéressantes au niveau de la recherche du volume, parce que tu nous présentes ici un travail du relief, et peut-être une peinture rupestre sera intéressante à disséquer. D'accord. Alors, nous nous retrouvons ici devant les fameux bisons d'Altamira. Oui, c'est une partie du grand plafond impressionnant de la grotte d'Altamira. On fait un saut au niveau géographique puisqu'on se trouve en Cantabrie, sur la corniche cantabrique dans le nord de l'Espagne. Et cette grotte qui est la première à avoir été découverte, elle a été découverte en 1879. Cette grotte offre un énorme plafond dans une salle qui se trouve à proximité de l'entrée mais qui n'était pas éclairée par la lumière du jour. Cette salle offre un énorme plafond qui est entièrement orné en particulier de bisons. Il y a bien sûr des chevaux, c'est l'autre protagoniste principal. Il y a d'autres animaux encore, comme le cerf par exemple, mais l'animal dominant ici est le bison. Et ces bisons offrent une particularité qui respecte cette logique formelle de la figuration de l'art pariétal, c'est-à-dire cette volonté de faire apparaître, de présentifier, pourrait-on dire plus que de représenter, la figure, de la rendre présente, en particulier en termes de volume. Non pas tellement en termes de surface, mais en termes de volume. Et l'artiste du Paléolithique, les artistes du Paléolithique, pour ce faire, se sont servis abondamment de reliefs naturels de la paroi ou des plafonds, comme c'est le cas ici. On avait sur cette surface du plafond des bosses qui étaient évocatrices de ces animaux en position couchée, dans une position qui est bien caractéristique d'un comportement particulier de cet animal, du bison paléolithique, c'est le fait de se rouler sur le sol, avec cette attitude tout à fait précise du bison qui a la tête placée ici à l'avant, entre les pattes antérieures et les pattes qui sont repliées. On a la zone de l'épaule ici, et la patte repliée, une patte à l'avant-plan, une patte à l'arrière-plan. Le bison est ramassé sur lui-même, avec la boussure dorsale, le dos, la cuisse et la queue en panache, très caractéristique aussi. Et les membres postérieurs sont également repliés. On a la cuisse et l'articulation du jarret et les pattes repliées. Donc le bison est ramassé sur lui-même et occupé à se rouler sur le sol. C'est une attitude comportementale tout à fait caractéristique. Et là aussi, on a une caractéristique bien particulière qui est très répandue dans l'art du Paléolithique et dans l'art pariétal en particulier. C'est cette façon d'augmenter le mimétisme, c'est-à-dire de produire une figure qui colle véritablement à la réalité. Ce n'est pas seulement le bison, l'essence du bison qui est figurée, mais au contraire, le bison, dans son comportement caractéristique ou dans une phase comportementale caractéristique, et le plus souvent aussi d'ailleurs à un moment particulier du cycle annuel de l'animal. Donc l'artiste intègre à la fois la paroi irrégulière, elle fait partie de la composition, et alors, l'artiste intègre le comportement de l'animal. Absolument. Et donc, on a ici ce pouvoir mimétique qui est véritablement recherché. Et là aussi, ça répond à un objectif. C'est de rendre la figure la plus déterminable possible. C'est-à-dire de faire en sorte que le diagnostic soit le plus précis. On voit très très clairement dans les figurations de bison comme celle-ci, par un corps court, par une tête courte, par un avant-train extrêmement massif, que ce bison, le bison qui est figuré, est un mâle.
Les caractéristiques sexuelles secondaires sont elles-mêmes rendues. Incroyable. Et on peut peut-être rajouter une dimension, la lumière. Et la lumière, évidemment... Parce que ici, c'est facile. On a une représentation optimale, mais dans la grotte. Et la lumière est un facteur tout à fait essentiel. Il faut bien entendu savoir que passer les quelques premiers mètres de l'entrée, dans une grotte, on ne voit rien, rien du tout. C'est la nuit totale. Et donc il faut évidemment des jeux d'éclairage. Curieusement, les préhistoriens ont très longtemps négligé cette question de l'éclairage qui est pourtant fondamentale. Si on veut comprendre les objectifs que suivaient, les intentions que recherchaient les artistes du Paléolithique, ben, il faut se mettre dans les mêmes conditions qu'eux, au niveau du point de vue qu'ils avaient, mais aussi au niveau des conditions de lumière, puisque aussi bien on n'a pas d'éclairage naturel qui rentre dans la grotte. Et donc, ce qu'ils avaient, on le sait par les documents archéologiques, ce sont de petites lampes à graisse ou à moelle, et des essais ont bien entendu été faits, et on s'aperçoit que les petites flamèches de ces luminaires éclairent d'une manière très particulière. D'abord, il y a un halo relativement circulaire qui circonscrit bien la majorité des figures. C'est un halo jaunâtre qui met relativement bien en avant les teintes, les tons qui ont été utilisés et qui fait ressortir les contrastes. Il y a aussi une augmentation des ombres portées. Et ça, c'est très important, parce que l'ombre est un facteur fondamental qui accompagne la visibilité de la figure. C'est un peu paradoxal, mais c'est comme ça, la figure apparaît sur le mode de la lumière, mais il y a aussi des ombres qui s'imposent et qui donnent un contraste entre ce qui est figuré et le fond naturel, c'est-à-dire le support. On le voit très très bien avec ces exemples. Quand on éclaire avec les conditions d'éclairage de l'époque, on s'aperçoit que les bisons qui ont été logés, ils sont polychromes, il y a du rouge et du noir, les bisons qui ont été logés dans ce relief tout à fait naturel est mis en avant, surgit littéralement pour le spectateur quand il est éclairé. Et puis il se fait que tout autour, il y a une fissure, et cette fissure est naturelle, n'a pas évidemment été produite par l'homme, une fissure qui circonscrit cette bosse du relief, et cette fissure donne une ligne d'ombre. Et donc évidemment le résultat optique qui a été obtenu, c'est que la figure qui surgit dans les trois dimensions, dans la masse imposante de son volume, vient en avant pour le spectateur, tandis que la ligne d'ombre du plafond qui circonscrit le volume naturel isole véritablement la figure. Et donc ce jeu d'ombre et de lumière induit au fond une présence accrue de l'animal, augmente l'effet de présence de l'animal, et ça c'est vraiment une logique tout à fait habituelle dans l'art du Paléolithique. D'accord. On peut peut-être voir la représentation suivante, représentation de la grotte de Chauvet. Un travail différent, là, au charbon de bois, si je ne m'abuse, mais avec une technique particulière. Voilà, et donc ici, on fait un bond dans le temps, dans l'espace aussi d'ailleurs, et ça montre justement cette pérennité de l'art du Paléolithique supérieur. On a quitté Altamira qui doit être placé au Magdalénien, et les dates radiocarbone en attestent, le garantissent. On passe ici à l'autre bout du Paléolithique supérieur, tout au début du phénomène esthétique, et avec la grotte Chauvet qui se trouve en Ardèche, dans le sud-est de la France. On est ici dans ce que les préhistoriens appellent dans leur jargon le Laurignacien. C'est une des toutes premières périodes de ce Paléolithique supérieur, avec des dates très anciennes. La grotte Chauvet est aujourd'hui la grotte la mieux datée du monde, parce que la majorité des figures ont été réalisées au charbon de bois. Et le charbon de bois peut être évidemment daté en laboratoire avec une fiabilité absolue. Il ne s'agit pas seulement de documents archéologiques qui ont été datés, mais les figures elles-mêmes ont été datées par des micro-prélèvements.
Alors, on retrouve en réalité, malgré qu'on se trouve tout au début de la trajectoire esthétique dans le Paléolithique supérieur, ce sont pratiquement les plus anciennes figures de l'histoire esthétique humaine, on retrouve une logique qui est équivalente, qui se donne de manière un petit peu différente, mais qui est équivalente dans son principe. Et ça, c'est intéressant parce qu'encore une fois, on s'aperçoit que ce sont des concepts esthétiques qui se sont transmis. Équivalente dans la mesure où la première caractéristique, il s'agit de lions, ce sont des lions des cavernes, et les lions des cavernes durant l'Aurignacien est un thème iconographique important, dans la mesure donc où l'artiste a souhaité, à travers ce dessin, c'est charbon de bois, a souhaité que le spectateur puisse identifier au premier coup d'œil la figure. Les caractéristiques globales de la figure sont fixées et il ne fait pas de doute en particulier avec ce crâne, cette tête un petit peu carrée, avec la truffe, avec les vibrisses très caractéristiques, avec la mandibule inférieure, la mâchoire inférieure qui est un petit peu en crochet. Il ne fait évidemment aucun doute qu'on se trouve devant un lion des cavernes. J'ai quand même une perplexité. Ici, on a une qualité graphique qui est extraordinaire. Et donc, on se trouve à l'Aurignacien. Donc, c'est une grotte très ancienne. Absolument, c'est une des premières grottes ornées, je le répète, de l'histoire esthétique humaine. Il y en a d'autres, mais celle-ci est particulièrement bien datée, et donc on est absolument sûr de notre fait. Et donc c'est un fait essentiel qui cadre mal, à vrai dire, avec le paradigme que nous utilisons en sciences humaines. Tout est là, on dirait. Absolument, c'est exactement ça. Et donc, effectivement, dans le paradigme que l'on manipule, qui sert à structurer toutes les sciences humaines aujourd'hui, est celui de l'évolutionnisme. Et dans ce paradigme évolutionniste, on imagine des débuts incertains, des figures maladroites, des tracés qui sont plus apparentés à des graffitis que de véritables figures construites. Et puis, on imagine une trajectoire qui va en évoluant vers des figures de plus en plus abouties. Alors, Chauvet a semé le désarroi le plus profond dans la communauté des préhistoriens, parce que précisément, on se retrouvait ici devant des figures qui sont parfaites à tous égards. On a déjà une fixation presque canonique, des règles, des structures pour la figure de profil que l'on retrouvera à travers tout le Paléolithique supérieur, des procédés extrêmement sophistiqués, en particulier pour rendre cette présence volumique, cette présence toute matérielle de la figure qui traversera aussi, avec des logiques un petit peu variées, tout l'art du Paléolithique supérieur, à travers précisément ce procédé de l'estompe, des dégradés de poudre de charbon de bois qui suggèrent les masses volumiques, mais sur le mode du dessin, de la représentation. Cette volonté aussi d'isoler la figure, comme c'était le cas avec la fissure utilisée sur le plafond d'Altamira, cette volonté d'isoler la figure qui dénote un geste graphique absolument remarquable dans sa précision. Il faut savoir que la paroi est naturellement tapissée d'hydroxydes de fer qui ont cette couleur jaunâtre, brunâtre, qui n'est pas très très propre. Et en dessous de cet épiderme pariétal, on a une couche de calcite, mais une calcite qui a un petit peu la consistance du fromage blanc, que l'on appelle dans notre jargon le Mone Milch. Ce Mone Milch peut être travaillé, et l'artiste l'a d'ailleurs utilisé à exploiter ses propriétés plastiques, comme on le voit ici, avec les traces de doigts qui ont mixé, malaxé la couche de charbon de bois à ce support calcitique blanchâtre pour obtenir un effet de grisaille. C'est vraiment de la grisaille. Mais l'artiste du Paléolithique, pour
isoler la figure du support suivant cette logique caractéristique que l'on a vue à Laucel, que l'on a vue à Altamira, a également exploité un petit burin, un petit instrument en silex pour détourer la figure et enlever l'épiderme superficiel de couleur brunâtre en lissant véritablement le contour, c'est-à-dire en enlevant les bavures du tracé au charbon de bois. Ce qui permet à la figure de prendre du relief, du volume. Exactement. Et donc, le résultat a été double. D'une part, la figure a gagné en matérialité, puisque toutes ces bavures qui rendaient le tracé un petit peu incertain ont été supprimées et le tracé a augmenté en netteté, en lisibilité, en augmentant le contraste, en renforçant aussi le contraste noir du charbon de bois, blanc du Mont Milch, mais en même temps, ce liseré blanc a produit comme résultat optique le fait d'isoler la figure par rapport au support. C'est impressionnant. Et donc on retrouve cette même logique générale, la nécessité de devoir déterminer le plus précisément la figure, cette nécessité de l'individualiser, de la désolidariser du support sur laquelle elle prend place. Très bien. On va peut-être avancer un peu dans notre réflexion et peut-être parler de la question scénographique avec la représentation suivante. Alors ici, j'ai parlé de scénographie. Bon, mais on pourrait faire une autre remarque. Est-ce qu'il y a scénographie? On pourrait même se dire c'est du spontanéisme, que cette distribution est aléatoire en fonction du désir de l'artiste. Effectivement, la question de la disposition raisonnée, de la disposition intentionnelle des figures se pose. Parce que quand on se trouve devant le panneau et si on se laisse aller à un regard un petit peu superficiel, on peut avoir l'impression de chaos, d'une distribution chaotique. En réalité, on a ici une composition extrêmement stricte, extrêmement construite. Oui. On se trouve dans la salle du fond de la grotte Chauvet, c'est-à-dire toujours dans ce dispositif aurignacien. Donc, ces premières représentations, ces plus anciennes représentations de l'histoire esthétique humaine actuellement connue, avec un véritable souci de construction qui se donne en 3 volets, une sorte de triptyque avec, d'une part, en partie centrale, c'est-à-dire avec une mise en évidence particulière, un protagoniste que l'on trouve dans tout l'art pariétal, c'est le cheval. Ce cheval qui est littéralement cadré par une sorte d'architecture naturelle, par cette niche dans laquelle il vient prendre place et dans laquelle il apparaît. D'ailleurs, il s'impose visuellement parce qu'il faut savoir que ce n'est pas l'épiderme brunâtre de la paroi sur lequel il a été tracé, mais au contraire un fond qui a été préparé, un fond blanchâtre qui laisse transparaître le Mont Milch. Et donc, le cheval est mis en évidence sur un fond préparé. Le cheval noir apparaît sur ce fond blanc. Et puis, il est circonscrit littéralement par ces dièdres de la niche qui forment cadre. Donc, le plan dans lequel il vient s'insérer et la niche dans laquelle il se place donnent une sorte de petite architecture caractéristique pour ce protagoniste principal. Et puis, autour de ce cheval, ou plus exactement de part et d'autre de ce cheval, on a 2 volets qui comprennent d'une part des rhinocéros et des lions, 2 thèmes importants de la grotte Chauvet, rhinocéros laineux et le lion des cavernes, et d'autre part des lions et des bisons. Alors,
Tout d'abord, le panneau, le volet gauche, de cette composition qui met véritablement en scène ces protagonistes importants. Là aussi, on voit une logique qui est respectée, c'est cette volonté de faire apparaître littéralement la figure par ce détourage exopérigraphique par un instrument très fin qui laisse surgir la zone blanche et qui fait contraste, qui fait ressortir la figure noire du rhinocéros. Mais il y a aussi une autre caractéristique qui est tout à fait importante, malgré l'ancienneté de ce décor. C'est cette figure de rhinocéros qui doit attirer un petit peu notre attention avec une série de museaux, une série de cornes du rhinocéros et une série de contours, de lignes de dos. Quand on travaille avec la lampe à graisse ou à moelle de l'époque, en fait, le jeu de la lumière de cette petite flamèche qui vacille empêche le regard de se stabiliser sur l'un de ces contours. Et donc, il y a ici une véritable illusion d'optique qui traduit ce qui est donné spatialement, la série de contours démultipliés, en illusion temporelle. Autrement dit, on a la production de l'animation. La figure, subitement, s'anime. C'est un procédé de bande dessinée, ça. Et c'est exactement un procédé qui sera redécouvert bien des millénaires plus tard, au XXe siècle, avec la démultiplication des contours pour suggérer l'impression d'animation ou l'impression de mouvement. C'est un procédé qui a déjà été créé par les tout premiers artistes de Chauvet. Si on passe maintenant sur la partie droite de ce panneau, à notre droite de cette sorte de triptyque, on a aussi quelque chose qui est tout à fait essentiel pour comprendre cet art du Paléolithique. Pendant plus d'un siècle, les préhistoriens ont répété, beaucoup le disent encore, qu'il n'y a pas de scène d'action dans l'art du Paléolithique. Ça tient au fait que l'art du Paléolithique a été considéré pendant très longtemps comme une collection de figures qui répondaient à une intention magique. En réalité, on a de véritables scènes, et c'est exactement ce qui se passe ici, avec d'une part des lions qui sont plus grands que nos lions d'Afrique actuels. Le lion des cavernes est un animal extrêmement imposant et nous avons des preuves archéologiques qui nous permettent de dire que le lion chassait effectivement le bison. Et les bisons qui se trouvent dans la partie gauche de cette composition. En réalité, il s'agit d'une scène au plan thématique, c'est-à-dire une scène qui est cohérente au plan thématique. Le lion est effectivement un prédateur redoutable et le bison est une proie potentielle pour le lion. Et à ce moment-là, étant donné l'importance de l'herbivore, ces lions se mettent en horde pour pouvoir chasser l'animal. Mais cette composition est aussi cohérente du point de vue formel. Pas seulement du point de vue thématique, mais du point de vue formel. Ce que l'on observe en effet, c'est que tous les lions sont orientés dans la même direction. Il y a un aspect extraordinairement dynamique, une véritable tension de l'image avec le mouvement induit de ces lions qui vont dans la même direction et qui ont évidemment le même objectif. Et d'autre part, les bisons qui, eux, au contraire, apparaissent suivant des points de vue différents, c'est-à-dire des points de vue qui donnent une impression de chaos, de désorganisation. Et donc, formellement, la scène est rendue, d'une part, par la tension vers l'objectif, et d'autre part, par cette désorganisation des points de vue. C'est un chaos qui est recherché. Absolument. Il évolue dans la trame narrative. Exactement. Et donc, il faut rentrer dans le monde de l'image, regarder de près ce que l'image, et on est là dans le registre de l'art, ce que l'image a à nous dire pour comprendre que, au-delà de ce chaos général qui se dégage suite à un tout premier regard un peu superficiel, il y a véritablement une construction formelle, une construction
très stricte. Et là aussi, on se retrouve dans de la codification et on se retrouve donc à travers ce monde de production d'images dans le registre de l'art. Avec ceci, qu'on se trouve, je le répète une fois encore, devant les toutes premières œuvres. Un premier triptyque. Mais peut-être qu'on peut encore insister sur la question du spectateur. Parce Absolument. que le spectateur est intégré, donc tu as parlé de la lumière, tu as parlé effectivement de ces parois irrégulières, mais de quelle manière l'artiste va intégrer encore plus le spectateur? Quels sont les procédés? Oui, oui, et la remarque est plus que pertinente pour l'art pariétal. Et on peut, au fond, prendre ce motif, complexe d'ailleurs, pour illustrer les différents aspects comme une sorte de résumé graphique de l'art pariétal paléolithique. On fait un saut dans l'espace, encore une fois, dans le temps aussi d'ailleurs. On a quitté Chauvet et l'Ardèche et on se retrouve ici à El Castillo, qui est une grotte qui est proche de la grotte d'Altamira. Castillo qui se trouve donc en Cantabrie. C'est une grotte extrêmement riche et dans l'une des salles de cette grotte, un espace relativement vaste, il y a un pilier stalagmitique qui présente dans la partie inférieure un relief tout à fait évocateur. On a vu que ces reliefs évocateurs ont été recherchés particulièrement par l'artiste ou les artistes du Paléolithique supérieur pour actualiser en quelque sorte les figures, s'en servir pour rendre présente de façon volumique, matérielle la figure. C'est exactement ce qui se passe ici sur ce pilier avec ce relief qui traduit un bison. Un bison, curieusement, en position verticale, avec la tête qui se trouve ici. On voit encore une des cornes du bison, la voussure dorsale, la ligne de dos, la cuisse, la queue, la patte arrière ou le membre postérieur, le ventre, et puis, dans une attitude qui est tout à fait conventionnelle, les membres antérieurs qui sont tendus et orienté vers l'avant. C'est une attitude conventionnelle que l'on retrouve pour toutes les figures. En tout cas, les figures à caractère anthropomorphique, parce que il est vrai que ce n'est pas un véritable bison, ou plus exactement, ce n'est pas seulement un bison. Si l'on regarde la figure de près, on a sur le relief évocateur un tracé au charbon de bois, et nos analyses faites au microscope électronique à balayage ont montré qu'il s'agit de pin. Ce pin a été utilisé pour silhouetter en partie l'animal, suivant la logique formelle que l'on retrouve dans tout l'art du Paléolithique, mais il a aussi été pulvérisé, et cette poudre de charbon de bois a été exploitée pour travailler à l'estompe, pour augmenter cet effet de modelé de la figure, augmenter encore cet effet du relief. Mais ce n'est pas tout. La figure elle-même, et là aussi en cohérence avec ce que l'on connaît ailleurs, a été littéralement détourée par un trait clair. Et ce trait clair a été obtenu par la gravure. C'est un trait gravé que l'on ne voit pas parce que le trait est aujourd'hui patiné, mais quand on travaille avec l'éclairage, on peut encore le faire apparaître. Et donc la figure est circonscrite par ce trait gravé. Et l'examen, l'étude de cette gravure est particulièrement riche parce qu'on s'aperçoit alors que si effectivement la partie supérieure est indubitablement celle d'un bison, on reconnaît les caractéristiques de la tête, les cornes et l'oreille, la partie inférieure n'est pas celle d'un bison. Ce sont des jambes et des pieds humains qui ont été gravés. C'est bien un être composite. Et donc il s'agit effectivement d'un être composite, mi-bison, mi-homme. Ce qui est intéressant, c'est que ce thème homme-bison, et là aussi on plonge de plein pied dans l'histoire de l'art, ce thème homme-bison est en fait un thème iconographique au sens de l'histoire de l'art, parce que ce thème se retrouve dans des sites différents.
Le même type, la même stylistique? Absolument. Faites une créature hybride, composée de la même manière, avec une partie supérieure qui est bison et une partie inférieure qui est humaine. Et si on regarde attentivement la gravure, on s'aperçoit que les deux pieds sont légèrement en décalage l'un par rapport à l'autre. C'est une convention caractéristique dans l'art du Paléolithique pour montrer que l'être est occupé à danser. On retrouve toutes ces caractéristiques, l'homme bison dansant, dans un autre site, par exemple dans la grotte des Trois Frères en Ariège, en France. D'accord. Et puis, il y a aussi une dernière caractéristique, et là, on récupère cette notion véritablement de scénographie. C'est plus que simplement une composition, mais quelque chose qui intègre, qui nécessite le regard complice du spectateur, l'accompagnement du spectateur. C'est que ce pilier, avec sa figuration de bison gravée et dessiné au charbon de bois, mais ce pilier, il produit, quand on éclaire la figuration, quand on l'éclaire, il produit une ombre, une sorte d'ombre chinoise. Et cette ombre chinoise produit sur la paroi opposée une ombre qui reproduit à l'identique le motif de l'homme bison, avec la corne, l'arrière de la tête, le front et le chanfrein et le mufle, la voussure dorsale, la ligne de dos, la cuisse, les jambes et les pieds, et la ligne de ventre avec la partie thoracique. Et donc, on a sur le pilier, rendu présent, mais immobile, par la lumière qui l'éclaire, le thème de l'homme bison, et cet éclairage produit tout à la fois une ombre chinoise qui, elle, au contraire, apparaît comme relativement mobile. Mais cette ombre chinoise qui reproduit le motif du relief et de la gravure et du dessin, cette ombre chinoise montre que pour être complète, l'œuvre nécessite le spectateur, nécessite le regard complice du spectateur. Très bien. Eh bien, merci Marc pour cet exposé absolument éblouissant. Tu as vraiment réussi à animer des images qui sont finalement complexes à interpréter. Et puis, on découvre un univers extraordinaire, enfin, aux origines de l'art. Et donc, un grand merci à toi. Avec plaisir.